Bonjour et bienvenue à Gastro 101. Je m'appelle Dr Adriana Lazarescu et je suis gastro-entérologue à l'Université de l'Alberta à Edmonton au Canada. Avec moi aujourd'hui dans les studios de Gastro 101 est ma co-hôte, Dr Alicia Demers-Leblanc. Alicia, la semaine dernière, nous avons commencé une discussion sur les paramètres de la manométrie œsophagienne et le diagnostic des troubles de la motilité œsophagienne. De quoi allons-nous discuter aujourd'hui? Eh bien, j'aimerais m'appuyer sur les concepts introduits la semaine dernière et discuter plus en détail de la classification utilisée mondialement pour classer les troubles de la motilité œsophagienne, soit la classification de Chicago 4.0. Pour ceux n'ayant pas écouté l'épisode de la semaine dernière sur les paramètres de la manométrie œsophagienne, je vous invite à y jeter un œil avant d'écouter celui d'aujourd'hui. Très bien. Je dois mentionner que nous allons discuter de certains points plus pointus de la manométrie œsophagienne qui sont probablement plus appropriés pour les apprenants plus avancés, tels que les résidents en gastro-entérologie ou les professionnels de la santé ayant un intérêt pour la motilité. De plus, ce podcast sera un peu plus long qu'à l'habitude car nous voulons nous assurer que l'information est claire et se retrouve au même endroit. Parfait. Pourquoi ne pas commencer là où nous sommes arrêtés la semaine dernière? D'accord. La semaine dernière, nous avons discuté du fait que la manométrie est utile pour évaluer principalement deux aspects de l'œsophage, soit la jonction gastro-œsophagienne et le péristaltisme œsophagien. Ces deux éléments sont évalués à l'aide de trois mesures manométriques importantes, soit l'IRP, le DCI et la latence distale, qui ont été discutées en détail la semaine dernière. Alors, comment ces trois données nous aident-elles à classer les troubles de la motilité œsophagienne? Bonne question, Adriana. Cela m'amène à parler plus en détail de la classification de Chicago 4.0 qui représente la compréhension la plus actuelle des troubles de la motilité œsophagienne. Sur cette diapositive, vous pouvez voir cette classification dans son ensemble. Cela peut paraître compliqué à première vue, mais nous allons la parcourir section par section afin de simplifier les choses. Ce que j'aime de cette classification, c'est qu'elle est hiérarchique, c'est-à-dire qu'elle passe par un processus qui cherche à identifier en premier lieu les troubles les plus graves. Elle classe également les troubles selon les anomalies de la jonction gastro-œsophagienne et ceux du péristaltisme, en utilisant les trois mesures manométriques dont nous avons parlé plus tôt. Tu veux dire que si je connais l'IRP, le DCI et la latence distale pour un patient particulier, je peux diagnostiquer un trouble de la motilité? Absolument. Voyons comment cela fonctionne. La première section de la classification de Chicago consiste à évaluer s'il y a présence d'achalasie. Pour ce faire, on doit d'abord examiner l'IRP. Si l'IRP est supérieur à 15 mm de mercure, cela suggère que la jonction gastro-œsophagienne ne se détend pas de manière appropriée avec les déglutitions. Cela devrait éveiller nos soupçons pour l'achalasie. L'étape suivante consiste à déterminer s'il y a absence de péristaltisme œsophagien. C'est dans le cadre d'un IRP élevé, avec absence de péristaltisme, que nous pouvons poser le diagnostic d'achalasie. Nous avons révisé l'achalasie dans deux précédents podcasts portant sur l'évaluation clinique et la prise en charge de celle-ci. Nos auditeurs voudront peut-être les revoir. Il serait tout de même intéressant de réviser les critères manométriques spécifiques de l'achalasie aujourd'hui. Bonne idée. Il y a trois types d'achalasie selon la classification de Chicago 4.0. Regardons quelques diapositives illustrant ces différents types. Sur cette diapositive, vous pouvez voir un exemple d'achalasie type 2. C'est le type le plus fréquent. En haut de l'image, vis-à-vis la flèche, vous pouvez voir un sphincter œsophagien supérieur normal qui se relaxe avec les déglutitions. Le sphincter œsophagien inférieur est la bande de pression continue au bas de la diapositive. Il n'y a pas de relaxation du sphincter œsophagien inférieur avec les déglutitions et c'est pour cette raison que vous ne voyez pas d'interruption de cette bande de pression. Ici, vous pouvez voir des bandes de pression simultanées sur toute la longueur du corps œsophagien suivant les déglutitions. On les appelle pressurisation pan-œsophagienne et celle-ci caractérise l'achalasie type 2. Très bien. Qu'en est-il de l'achalasie type 1? Cette diapositive représente l'achalasie type 1.
Une fois de plus, le sphincter œsophagien inférieur ne se relaxe pas. Cette fois, entre les sphincters œsophagiens supérieurs et inférieurs, il n'y a pas de pression significative au niveau de l'œsophage. Ceci est dû au fait que dans l'achalasie type 1, l'œsophage est souvent dilaté de façon importante et il n'y a pas de pressurisation générée au niveau du corps œsophagien. Le dernier type d'achalasie est le type 3. Comme dans les deux autres sous-types, le sphincter œsophagien inférieur ne se relaxe pas en réponse aux déglutitions. Par contre, ce qui caractérise ce sous-type est la présence de space de l'œsophage distal, c'est-à-dire une latence distale inférieure à 4,5 secondes. Que faire si l'IRP est élevé, mais que le péristaltisme œsophagien est normal? Je suis contente que tu amènes ce point. Cela nous introduit à l'étape suivante, qui consiste à évaluer s'il y a présence d'obstruction fonctionnelle de la jonction gastro-œsophagienne. Voici un exemple où nous avons un IRP élevé, indiquant une anomalie de relaxation de la jonction gastro-œsophagienne. Si nous appliquons les métriques de manométrie, nous voyons que l'IRP est élevé à 19,5 mm de mercure et qu'il y a présence de péristaltisme normal. Dans cette situation, la classification de Chicago 4.0 recommande d'effectuer quelques tests supplémentaires afin de s'assurer que ces anomalies ne sont pas dues à des artefacts manométriques. D'abord, nous devons effectuer des déglutitions dans une position secondaire, par exemple en position assise, en plus d'effectuer 2 manœuvres de provocation, soit les gorgées rapides multiples et le RDC. Si l'IRP est toujours élevé lors de ces manœuvres, il est recommandé de poursuivre avec une gorgée barytée chronométrée ou un flip afin de s'assurer que ces trouvailles manométriques sont cliniquement significatives. Le flip est une technologie utilisée pour évaluer l'œsophage et sera discutée en détail dans un podcast futur. Si le résultat d'un de ces 2 tests confirme une anomalie de relaxation de la jonction gastro-œsophagienne et que le patient a des symptômes compatibles, nous sommes en présence de ce que l'on appelle une obstruction fonctionnelle de la jonction gastro-œsophagienne, appelée en anglais EG Junction Outflow Obstruction ou EGJOO. Est-ce que l'EGJOO est un signe que le patient va développer l'achalasie dans le futur? Lorsque cette trouvaille manométrique a été décrite et étudiée initialement, ce ne semblait pas être un signe avant-coureur de l'achalasie. Depuis ce temps, les critères diagnostiques de l'obstruction fonctionnelle de la jonction gastro-œsophagienne se sont beaucoup raffinés, mais il ne semble toujours pas que ce soit nécessairement un signe précurseur d'achalasie. Comment faisons-nous pour différencier une obstruction fonctionnelle d'une obstruction mécanique de la jonction gastro-œsophagienne? Très bon point. En présence de ce diagnostic manométrique, il est important d'éliminer toute autre cause d'obstruction mécanique de la jonction gastro-œsophagienne, comme une sténose œsophagienne distale par exemple. Si ça n'a pas été fait, le patient devrait avoir une évaluation gastroscopique minutieuse. Une autre chose à considérer est la prise d'opioïdes, qui peut aussi causer un défaut de relaxation de la jonction gastro-œsophagienne. Alicia, jusqu'à maintenant, nous avons discuté des différentes anomalies de la jonction gastro-œsophagienne, soit l'achalasie et l'obstruction fonctionnelle de la jonction gastro-œsophagienne. Maintenant, parlons des désordres du péristaltisme œsophagien en présence d'un IRP normal, si tu veux. Parfait. La deuxième section de la classification de Chicago 4.0 concerne effectivement les troubles du péristaltisme œsophagien. Le premier diagnostic qu'il nous est possible d'émettre est le diagnostic de contractilité absente. Celui-ci est posé en absence complète de péristaltisme œsophagien en réponse aux déglutitions. Cette diapositive est un bon exemple de contractilité absente, où il n'y a pas d'activité péristaltique œsophagienne discernable après une déglutition. Comment distinguons-nous la contractilité absente de l'achalasie de type 1? Bonne question. En présence d'achalasie, on s'attendrait à avoir un IRP élevé indiquant un échec de relaxation de la jonction gastro-œsophagienne, ce qui n'est pas le cas en présence de contractilité absente. D'accord. Quelles sont les autres anomalies du péristaltisme que l'on peut identifier avec une manométrie œsophagienne? En présence d'une latence distale courte, soit de moins de 4,5 secondes, dans plus de 20 des déglutitions,
nous sommes en présence d'un diagnostic de spasme œsophagien distal. Par exemple, dans ce tracé, les contractions péristaltiques semblent rapidement conduites dans l'œsophage. Si nous mesurons la latence distale, nous voyons qu'elle est de 4 secondes dans toutes les déglutitions, ce qui est diagnostic de spasme œsophagien distal. Une autre catégorie d'anomalies péristaltiques est celle où le DCI est anormalement élevé, c'est-à-dire plus de 8000. Si celui-ci est anormalement élevé dans plus de 20% des déglutitions, il s'agit d'un diagnostic d'œsophage hypercontractile. Ici, vous pouvez voir un tracé d'un de mes patients présentant des douleurs thoraciques sévères. On peut voir sur le tracé des contractions péristaltiques de très grande amplitude après les déglutitions. Si nous calculons le DCI, il s'avère qu'il est supérieur à 15 000, ce qui est très élevé. Il s'agit d'un cas classique d'œsophage hypercontractile. Qu'en est-il de l'œsophage casse-noisette ou nutcracker esophagus? Ce terme est très vieux et a été introduit avant même la première itération de la classification de Chicago. Il a été abandonné depuis plusieurs années et ne devrait plus être utilisé. Je pense qu'il ne nous reste plus qu'une catégorie de troubles moteurs de l'œsophage à discuter, n'est-ce pas? En effet, la dernière catégorie consiste au diagnostic de motilité œsophagienne inefficace, abrégé en anglais IEM. Ce diagnostic est porté lorsqu'au moins 50% des déglutitions sont non conduites ou apéristaltiques, ou lorsqu'au moins 70% des déglutitions sont inefficaces. Les contractions inefficaces incluent les contractions de faible amplitude, c'est-à-dire ayant un DCI entre 100 et 450, un péristaltisme fragmenté ou une contraction non conduite. Voici un exemple où les contractions péristaltiques œsophagiennes sont faibles. Si nous appliquons les mesures manométriques, le DCI est de moins de 300 pour chaque déglutition. Ceci est donc un diagnostic de motilité œsophagienne inefficace. En plus de contractions de faible amplitude, tu as aussi mentionné le péristaltisme fragmenté. Que veux-tu dire par là? Par péristaltisme fragmenté, je veux dire la situation où il y a de grandes ruptures de plus de 5 cm de longueur dans l'onde péristaltique. Vous pouvez avoir un exemple dans ce tracé. Qu'est-il arrivé au terme œsophage sclérodermique? Ce terme remonte aux origines de la manométrie œsophagienne. Il décrit la situation où l'activité péristaltique œsophagienne est totalement absente, avec une pression du sphincter œsophagien inférieur faible ou absente. Bien que cette situation puisse être observée chez les personnes atteintes de sclérodermie systémique, elle peut également être observée chez les patients sans évidence de cette maladie. Un meilleur terme à utiliser serait contractilité absente avec une faible pression de la jonction gastro-œsophagienne. À noter qu'en présence de ces trouvailles manométriques, il n'est pas nécessairement indiqué de rechercher activement la sclérodermie. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Alicia. J'espère que cela a aidé nos auditeurs à se familiariser avec la compréhension actuelle des troubles de la motilité œsophagienne. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast portant sur le reflux gastro-œsophagien. À la prochaine!